Alors, bienvenue à notre bulletin de nouvelles du jeudi 13 janvier 2022. En manchette, aujourd'hui, l'entrevue avec Amélie Drainville. Suite à l'annonce d'Amélie Drainville à propos de son investiture pour le Parti Québec solidaire, Daniel Yvon l'a rencontrée pour nous faire part de ses motivations. On écoute ça. Bonjour, Mme Drainville. Bonjour. OK, Québec solidaire nous a envoyé un communiqué annonçant la mise en candidature pour l'investiture comme candidat pour la prochaine élection qui est en octobre 2022. C'est bien ça? Exactement. Ça ne change pas, mais en principe, c'est rendu à date fixe. Et tout de suite après l'annonce comme quoi que les candidatures étaient ouvertes, on a reçu votre communiqué de presse mentionnant votre présence, mentionnant votre désir d'être la candidate pour représenter Québec solidaire pour la prochaine élection. Moi, je vous dirais, je trouve que c'est un parcours normal pour vous, vous connaissant, parce qu'avec beaucoup d'implications que vous avez fait, mais c'est quand même une grande décision, là. C'est quelque chose que, oui, je pense que vous t'aspirais, tu voulais, mais le prendre, entre vouloir et le faire, c'est vraiment un pas à franchir. Comment tu as vécu ça? Parce que c'était une réflexion. Puis, c'est quoi qui t'a motivé? Bien, c'est sûr que les gens me connaissent beaucoup parce que je suis une militante écologiste depuis au moins 6 ans. Puis je m'implique à Québec solidaire aussi beaucoup. Mais c'est pas toujours un automatisme de dire on s'implique, donc on va se présenter en politique. Pour ma part, c'est allé de soi. En tant qu'écologiste, je regarde aller le gouvernement de la CAQ. Puis, on fonce littéralement dans un mur, puis ce gouvernement-là ne prend pas au sérieux la crise climatique, la destruction de la biodiversité. Donc, pour moi, c'était évident que la meilleure chose que je pouvais faire pour pousser plus loin mon engagement, puis pour les gens de Berthier ici, c'était vraiment de me présenter comme candidate à l'investiture pour Québec solidaire. Je pense que les gens d'ici ont un lot de reproches à faire au gouvernement de la CAQ. Puis, on peut incarner une alternative sérieuse à ce gouvernement-là. Puis, c'est ce que je souhaite faire avec ma candidature. C'est bien. Je vais poser la question qui tue, parce que là, tu me parles d'environnement, mais notre fameux sujet qu'on entend parler depuis 2 ans, c'est la fameuse COVID. On ne sait pas comment ça va se passer d'ici encore les prochains mois. Est-ce que, justement, Québec solidaire et vous, votre position, c'est vraiment d'être aussi proactif dans ce sujet-là? Bien, c'est sûr que, veut pas, on s'en sort pas. Faut en parler parce que c'est l'actualité, c'est ça qui se passe, c'est notre quotidien. Mais pour ma part, présentement, dans ma campagne, ce que je souhaite mettre de l'avant, c'est vraiment pourquoi je veux m'engager, c'est-à-dire la lutte contre les changements climatiques puis la lutte contre les inégalités. Moi, c'est ça qui vient me chercher le plus. Au niveau national, nos porte-paroles font très bien le travail de critiquer le gouvernement de François Legault sur la pandémie. Pour ma part, je pense que c'est important que les gens comprennent que ici, dans Berthier, on a des réelles chances à Québec solidaire de remporter l'élection. On sent un engouement pour Québec solidaire sur le terrain ici dans Berthier. Puis je pense qu'on est capable de causer la surprise. Puis j'espère que ma candidature va pouvoir y contribuer. Donc, la prochaine étape, vous allez poser votre document de présentation. Oui. C'est au mois de février que va se passer l'investiture. De quelle façon ça devrait se passer? Bien, en fait, on n'a pas la date exacte pour l'Assemblée d'investiture, mais grosso modo, ça devrait être autour de la fin mars. Il va y avoir une convocation des membres à l'Assemblée d'investiture, puis ils vont être invités à venir voter pour le ou la candidate de leur choix. Okay. C'est ça qui va arriver. Est-ce que tu espères avoir de l'opposition ou tu penses partir déjà avec une bonne avance? Là, c'est sûr que tu es la première personne qui déclare son intérêt pour le poste, on pourrait dire. Mais est-ce que tu veux avoir un débat? Est-ce que tu veux vivre une mise en candidature qui ne soit pas un couronnement? On pourrait dire. Je ne sais pas si tu comprends un petit peu ton point. Bien, dans tous les cas, il n'y aura pas de couronnement parce qu'à Québec solidaire, les membres doivent voter même s'il y a une ou plusieurs candidatures. Donc, si je suis la seule personne qui se présente, les gens vont devoir voter à 50 plus 1 pour ma candidature. Donc, ils pourraient voter pour la chaise. La chaise pourrait être plus intéressante que moi. Mais c'est la réalité. On est un parti démocratique, puis c'est important pour nous de laisser les membres s'exprimer. Donc, mais pour ma part,
pour l'instant, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait d'autres candidatures qui se présentaient. Moi, je vais mener ma campagne de la même façon, peu importe s'il y a d'autres personnes. Puis si jamais il y a un débat, j'y participerai avec plaisir. Mais pour l'instant, je sens qu'il y a beaucoup de membres ici dans Berthier qui sont contents que je me présente. Puis je sens que je vais avoir beaucoup d'appui, beaucoup de support au travers de ça. Puis si jamais vous écoutez l'entrevue puis vous trouvez que ma candidature est intéressante, bien, je vous invite à aller sur le site adhésion.québecsolidaire.net, à prendre votre carte de membre, parce qu'on est en train vraiment là, de constituer un mouvement, une vague orange qui va s'en venir, qui va déferler sur Berthier en 2022. C'est bien. En terminant, bien, tantôt, dans votre communiqué, vous parliez de vos réalisations, mais il faut mentionner que vous avez été porte-parole aussi pour C'est des Journées de la Terre, hein, c'est bien ça? Je ne vais pas me tromper. Oui, bien, en fait, j'ai été, c'est ça, récipiendaire du prix Jour de la Terre comme porteuse d'espoir. Oui, ça a été une belle année. Ça, c'était en 2020, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, personnalité de l'année aussi de l'Action d'Autrey. Je pense que les gens ont pu me voir un petit peu de temps en temps, justement, à CTRB ou dans l'Action d'Autrey. Je suis pas mal engagée, fait que ça s'est reflété un peu dans les médias. En tout cas, on va te souhaiter bonne chance. Je sais que vous avez visité, vous avez vu l'envers du décor parce que vous avez participé à l'élection au niveau du comté de Sherbrooke, là, à la candidature. Donc, là, vous changez complètement, vous passez le mur, franchir la prochaine étape. On va vous souhaiter bonne chance. Merci. Pour moi, c'est la continuité, hein, parce que ce que j'ai appris à Sherbrooke, j'ai envie de l'amener ici, puis qu'on construise des victoires à partir des enseignements que j'ai tirés de la belle grosse victoire qu'on a eue avec Christine Labrie en 2018. Fait que faut pas lâcher. Puis j'invite les gens à me suivre sur Facebook. Donc la page Facebook Amélie Drainville, vous pouvez suivre toutes mes activités. Est-ce que c'est Amélie Drainville candidate? Pour l'instant, c'est juste Amélie Drainville. Vous allez me trouver facilement. Bon, bien d'accord, mais je vous remercie beaucoup. Alors, nous continuons avec la présentation du bilan de la ministre et députée Caroline Proulx, qui nous parle des actions posées par le gouvernement et des médecins de famille dans le comté. Écoutons donc l'entrevue avec Alain Bellumeur. Début décembre, on a rencontré notre députée provinciale, ministre du Tourisme aussi, Caroline Proulx. On rappelle que cette entrevue a été réalisée avant le retour en force de la pandémie, avant la omniprésence, on peut dire, du virus Omicron, du variant Omicron, donc avant le resserrement des règles sanitaires. On croyait à ce moment-là qu'on s'en allait vraiment dans le bon sens, mais il a fallu mettre le pied sur le frein un peu par après. Donc, dans la première partie de l'entrevue, qui résume l'année dernière, Caroline Proulx va nous parler, entre autres, des actions posées par son gouvernement, notamment au niveau du tourisme, toujours en lien avec la COVID. Il sera même aussi question d'un dossier plus local, j'allais dire la présence de médecins dans le comté, mais peut-être l'absence de médecins dans le comté. Évidemment, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de concitoyens du comté de Berthier. On en a parlé avec le député. On écoute ce bilan que vous pourrez voir l'ensemble de l'entrevue sur nos ondes. Donc, le bilan que nous a accordé Caroline Proulx pour l'année 2021. On commence un petit peu en parlant du comté. Oui. Tout le monde a vécu dans la dernière année la suite du dossier COVID. Ça n'a pas été facile pour les entreprises, les entrepreneurs. Peut-être un mot sur ces gens-là qui travaillent dans le comté, qui ont travaillé à passer ou à avancer. On va dire passer au travers, même si ce n'est pas fini encore. Là. Mais je pense qu'il faut parler de ces gens-là dans le comté. Là. Oui, parce qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, hommes et femmes, dans le comté. Mais ce dont je suis fière, Alain, c'est que rapidement, on a déployé des mesures d'aide pour les entreprises du Québec. Nous, du côté du tourisme, c'est 1,2 milliard qu'on a injecté uniquement festivals, événements, hébergements touristiques, attractions, attraits, 4 rabais, Explore Québec sur la route, bref, des cartes de la CEPAC. On a beaucoup aidé. Du côté du ministère de l'Économie et de l'Innovation, avec mon collègue Pierre Fitzgibbon, également beaucoup de programmes qui ont été rapidement mis en place pour soutenir les entreprises du Québec. Ne serait-ce que les restaurants là, qui ont été sévèrement impactés, le tourisme évidemment très impacté, mais des mesures spécifiques aussi aux restaurateurs. Ça a été une année difficile, tu l'as dit, mais je suis fière des actions qui ont été posées.
Et comme le mentionnait à la fin de la session parlementaire, il y a eu moins de fermetures d'entreprises en 2021 qu'il n'y en a eu au Québec avant la pandémie. Donc, résultat d'une action du gouvernement du Québec pour soutenir tous les types d'entreprises. Un petit peu pour que les gens, les entrepreneurs se positionnent aussi à la reprise. Tu as tellement raison. Puis en tourisme, c'est vraiment ça. Nous, on a injecté de l'argent pour de la rénovation, de la mise à niveau, par exemple, d'hébergement touristique, puis d'attrait. Puis c'était le moment de le faire. Il y avait une accalmie, il n'y avait pas de vols internationaux qui entraient. Les frontières, rappelle-toi, à un moment donné, étaient fermées avec l'Ontario. Et pas de croisière internationale. Donc, on a pris cette opportunité-là pour injecter massivement dans rénovation et amélioration, entre autres, de l'hébergement puis des attraits touristiques. Dans le comté de Berthier, si on change de sujet, difficile à dire, un dossier qui fait quand même jaser, puis ça fait des années, puis on en reparle. Laisse-moi deviner. Oui, allez-y. Internet haute vitesse. Non, c'est Deuxième. pas Deuxième. Non, je parle au niveau des médecins. Oui. OK, ça fait beaucoup jaser. Les médecins, plusieurs ont vieilli, Oui. ont pris leur retraite, tout ça. C'est un dossier pas facile à régler non plus. On sait qu'il y a des projets de cliniques. Tout le monde veut essayer de travailler une clinique. Lavelterie vient d'ouvrir une clinique. Lanoret travaillait dans ce sens-là. À Berthier, on sait qu'il y a de moins en moins de médecins. Comment notre député, là, je ne parle pas à la ministre, comment notre député travaille ce dossier-là? Bien, de très proche collaboration, d'ailleurs, avec le CIS de la Naudière. Comme tu le sais, il y a une nouvelle direction générale qui est rentrée au CIS de la Naudière, vraiment très efficace, très terrain. Il travaille évidemment conjointement avec M. Dubé, qui est le ministre de la Santé, puis des grandes séductions qui sont là pour aller recruter, comme tu l'as mentionné, davantage de médecins de famille. Tu sais, le souhait, là, puis les détails, je lis mes notes parce que il y a quand même 34 nouveaux médecins qui ont été attribués au CIS de la Naudière dans le plan régional d'effectifs médicaux qui a été annoncé un peu plus tôt. Plus de prise en charge de patients lorsque les nouveaux médecins vont arriver sur le grand territoire de la Naudière. Puis les groupes de médecine familiale, ce qu'on appelle les GMF ici au Québec, qui libèrent 2 rendez-vous par jour pour les patients orphelins ici dans la Naudière. Donc on parle en moyenne d'à peu près 70 rendez-vous par jour dans la Naudière. Est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. Mais il y a vraiment des efforts qui sont concentrés pour aller chercher des nouveaux médecins qui s'amènent ici dans la région de la Naudière, des médecins de famille qui aient de moins en moins de clientèle qui soit orpheline. Alors, on va maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors aujourd'hui, nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Pierrette Desabrais et Manon Landry de la part des filles d'Isabelle, ainsi qu'une très bonne fête à Eugène-Alain Valois de la part de l'Association des personnes handicapées. Maintenant, en deuxième partie de notre bulletin, nous vous présentons un extrait de l'entrevue de Mme Caroline Proulx qui nous parle des travaux routiers dans le comté. Tel que mentionné lors de notre précédent bulletin, Caroline Proulx a fait à CTRB son bilan annuel de l'année 2021. Ça s'est fait, on le rappelle, avant le resserrement des règles sanitaires. On était en studio et dans cette seconde partie de l'entrevue qu'elle nous accorde,
Elle parlera entre autres de travaux routiers fort importants dans le comté et on abordera le sujet des ponts, les deux ponts de Berthierville à chaque extrémité et le dossier des ponts entre Berthierville et Saint-Ignace-de-Loyola sur la route 158. On écoute la députée de Berthier, Caroline Proulx. On a beaucoup parlé à Berthierville des ponts aux deux extrémités, là. On sait qu'il y a eu des élections municipales, tout ça. Oui. Mais je pense qu'il y a des travaux qui se font sur le pont au-dessus de la rivière Bayonne. Oui, qu'on a annoncé. Oui. 3 semaines, là. Qu'on a annoncé un peu plus tôt au mois de septembre, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est Mais ça. le réseau routier, c'est 55 millions qui ont été versés aux municipalités. Du côté d'Autrey, c'est 26 millions qui ont été injectés de la part du ministère des Transports. Du côté de la Matawini, c'est 28 millions. On est venu sécuriser la 158 avec le ministre Bonnardel, on a annoncé ça. La route 3, qui depuis des années était demandée au nord du comté de Berthier pour en faire relier Saint-Donat à Saint-Michel-des-Saints. Ça, c'est également 20 millions de dollars. Donc, beaucoup d'argent qui ont été injectés. Et je me souviens que la mairesse de l'époque, Suzanne, était fort contente de pouvoir enfin annoncer la réfection du pont. C'est quand même des gros dossiers, puis il y a des gros dossiers pour Berthierville. C'est majeur, mais C'est majeur. pour le Québec, il y a différentes priorités, là. Ben, il y a beaucoup de dossiers prioritaires en termes de développement de transport, électrification. L'infrastructure Oui. est aussi âgée en bel égard. C'est vrai qu'elle est âgée, mais aussi tout le développement de la filière électrique, les bus électriques. Je comprends là, que c'est moins pour la région de Berthier. Nonobstant ça, il y a des gens dans le côté de Berthier qui vont En profiter. oui, qui vont en profiter, qui vont travailler à Montréal, qui vont pouvoir entrer là, par l'est de la ville là, quand on va voir le REM qui va partir de Pointe-aux-Trembles pour vous amener au centre-ville de Montréal. Donc, On a parlé du pont, en tout cas le pont de la rivière Bayonne. Ces jours derniers, la municipalité de Saint-Ignace a lancé une espèce de cri, pas de cri du cœur, mais une mise en garde, si on peut dire, au niveau du ministère des Transports pour les 3 ponts qui relient Berthierville à l'île Saint-Ignace. On nous dit qu'ils ont besoin d'amour, comme on dit. Ça aussi, je ne sais pas si c'est rendu, ça a sûrement rendu à l'écho à votre bureau à Berthier. Là. Mais ça aussi, c'est un dossier que vous allez, je vais même travailler dans les prochains mois. oui, mais il nous reste encore une année avant la prochaine élection. Il y a de très gros dossiers sur le bureau de mon collègue M. Bonnardel. Puis je comprends là, que les ponts aussi ont besoin d'amour pour paraphraser. Mais c'est quand même presque 60 millions de dollars là, qui ont été injectés, 60 millions de dollars. Il y a un pont qui a été refait, rappelez-vous, là, pour aller du côté de Mandeville également, quand on passe par en arrière de Saint-Gabriel. Donc il y a quand même énormément d'argent là, qui a été injecté du ministre et du ministère des Transports. Dans le fond, c'est une étude de chaque cas, puis après, selon les budgets qu'on a, Exact. ça fonctionne comme ça. Alors, nous poursuivons maintenant en présentant un dernier extrait de l'entrevue avec M. Yves Perron qui nous parle d'agriculture. On poursuit maintenant avec le bilan ou la suite du bilan fait par notre député fédéral Yves Perron. Une rencontre qui s'est déroulée par Zoom en raison des nouvelles règles sanitaires, chacun chez soi. Donc, pour la suite de ce bilan, le député va nous parler d'agriculture et d'agroalimentaire. On sait qu'il a été réélu au comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire au gouvernement fédéral. On parle de la grosseur de la machine fédérale, c'est pas facile à faire bouger. Et on parlera aussi dans cette partie de rencontre avec le député d'environnement. On parlera entre autres de l'érosion des berges du fleuve qui touche évidemment plusieurs de nos municipalités en bordure du Saint-Laurent. Et on parle évidemment de la prochaine année, un petit coup d'œil ou une petite réflexion sur ce qui s'en vient. Une année tumultueuse, c'est ce que prévoit le député Perron. Donc, on l'écoute, le bilan, la suite du bilan de la dernière année. Dans les derniers jours aussi, il y a eu une réélection à titre de vice-président du comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On a dit qu'il y avait eu beaucoup de travail dans la dernière année là-dessus, mais évidemment la pandémie vient freiner plein
plein de choses. Fait que de poursuivre ce travail-là, je pense que ça doit être satisfaisant pour le député de Berthier-Masquinongé. Ben absolument. Moi, vous savez que c'est un dossier que je voulais avoir déjà au départ en 2019, là, quand je l'ai obtenu. Fait que c'est sûr que je voulais le poursuivre parce qu'on a à peine commencé le travail. On s'est fait déclencher une élection après à peine 20 mois de mandat. Donc, il y a plein de dossiers qui n'étaient pas terminés. Entre autres, la loi sur la protection de la gestion de l'offre que j'avais menée de front, là, qui était pratiquement adoptée avant le déclenchement de l'élection. On va recommencer ça parce que c'est important de protéger notre mode d'occupation des terres. Il y a des enjeux très importants de main-d'œuvre. Je parle dans le cadre de l'agroalimentaire et de l'agriculture, mais dans tous les domaines, c'est extrêmement urgent. Les main-d'œuvre, entre autres, dans le domaine agricole, agroalimentaire, c'est beaucoup la main-d'œuvre étrangère. Il y a beaucoup de modifications urgentes à faire là-dedans. Québec, d'ailleurs, demande le rapatriement de ce programme-là. Nous, on soutient cette démarche-là. On verra là, dans les prochains mois à établir une mobilisation là-dessus pour que les choses bougent parce que, encore ce matin, là, j'étais en rencontre avec des gens de la transformation de la volaille. Là, puis actuellement, on a une pénurie importante de travailleurs pour attraper les volailles pour les amener à l'abattoir, puis ça cause des problèmes. Puis on a besoin de ces travailleurs-là. Fait qu'à un moment donné, la paperasse, quand on demande à une entreprise de faire une étude de marché, déjà de la demander à chaque année, c'est pas logique, parce qu'on sait qu'on n'a pas de main-d'œuvre, mais de demander à chaque année pour chaque employé, c'est encore plus lourd. À un moment donné, on accumule des piles de papier autour de nous sur des bureaux, là, puis les choses n'avancent pas sur le terrain. Il y a une réforme majeure là-dedans, et c'est très important qu'on l'adopte rapidement. Sinon, en agriculture, toujours, évidemment, il y a l'enjeu environnemental. On parle beaucoup de protection de l'environnement. On a vu cette année les effets des changements climatiques. Dans une même région, la Colombie-Britannique, pour ne pas la nommer, on peut avoir des incendies puis des inondations. Alors, les extrêmes sont au rendez-vous. Et un secteur qui est les plus touchés, c'est l'agriculture. Et on demande à ces gens-là de faire des efforts pour réduire leur empreinte environnementale. Moi, je pense qu'au niveau étatique, on doit les soutenir davantage. Il y a de l'espace pour soutenir notre production agricole parce que la production agricole est 2 fois moins soutenue au Canada qu'elle l'est aux États-Unis. Puis quand on compare avec l'Europe, c'est encore pire comme ratio. Donc, il y a de l'espace pour faire ça, puis il faut le faire de façon intelligente, c'est-à-dire encourager les bonnes pratiques environnementales et que ces sommes-là soient à la disposition des entreprises. On dit des producteurs agricoles, mais c'est des entrepreneurs aussi. Et eux, ils sont en mesure d'innover sur le terrain. Et plus on va les encourager à innover, plus ils vont le faire parce que ce sont parmi les premiers sur la ligne qui ont avantage à ce qu'on protège notre environnement. Donc, c'est des gros enjeux, évidemment, mais on va travailler fort là-dessus. Il y a la réciprocité des normes aussi. Regardez qu'est-ce qu'on importe de l'extérieur. Est-ce que ça correspond aux mêmes normes qu'on exige à nos producteurs locaux? Ça, c'est un autre facteur aussi qui est bien important. C'est un petit peu, évidemment, tantôt, il y a un mot que vous avez dit, tout le monde le sait, le fédéral, c'est une grosse machine. Fait que faire tourner ça, c'est pas un peu décourageant? Réponse honnête, là, oui. Puis, je vous dirais pas qu'il n'y a pas des journées que je me demande qu'est-ce que je fais là. Mais en même temps, je me dis, très rapidement après m'être dit ça, je me dis, mais si on n'est pas là, qui est là, est-ce que ça va être mieux? Et dans le fond, on est là pour améliorer les choses. Donc, il faut être dans la machine pour la faire bouger. On a déjà eu des résultats, là. Entre autres, pendant les premiers mois de la pandémie, on avait fait augmenter la cote de crédit de la Commission canadienne du lait, qui peut absorber des produits de longue conservation du marché pour éviter qu'on jette du lait. Mais ça, on avait fait ça très rapidement. Même si ce n'était pas assez rapidement à mon goût, on aurait pu le faire, je pense, en 1 mois et demi, on l'avait fait en 3 mois. Mais quand je raconte ça à des gens, tout le monde me dit que c'est extraordinaire pour le gouvernement fédéral. Donc, il y a possibilité d'avoir des résultats. Puis, on obtient des choses. Je pense, entre autres, récemment, là, un gain, je sors de l'agriculture un peu, mais le supplément de revenu garanti, vous vous souvenez, à partir du mois d'août, on a dénoncé, nous, que des personnes âgées se sont fait couper leur supplément de revenu garanti sous prétexte qu'ils ont reçu de la PCU l'année d'avant. Mais la personne a une pension de vieillesse qui n'est pas assez élevée. Vous savez qu'on pousse encore très fort là-dessus pour que ce soit augmenté, puis on ne lâchera pas tant qu'on ne l'aura pas. Mais déjà que la pension de vieillesse n'est pas assez élevée, la personne a le supplément de revenu garanti. C'est pas assez pour bien vivre. Fait que la personne est pompiste dans un garage. C'est un cas précis, là, vécu, que je vous dis là. La personne est pompiste dans un garage. Il a perdu sa job. Pas de sa faute, c'est la pandémie. Il reçoit la PCU.
Puis là, cette année, au mois de juillet, on lui dit, ben là, tu as trop fait de l'argent l'année passée avec la PCU, fait qu'on te coupe ton supplément de revenu garanti. Comment faire semblant d'aider le monde en allant à la TV, puis faire des beaux sourires sur son balcon, puis qu'après, par la main gauche, venir rechercher ce qu'on a donné comme soutien, puis mettre les gens dans la misère. Ça paraît encore, j'ai de la misère à ne pas me choquer quand je parle de ça. Je trouve tellement révoltant, là, c'est incroyable. Mais on a mis ça comme condition pour l'appui à la nouvelle loi, la loi C2, qui était les nouvelles mesures d'aide pour la COVID qu'il fallait voter dans les dernières semaines. On a dit, nous, on vote pour si vous réglez cette question-là du supplément de revenu garanti, que nous, on dénonçait au mois d'août, puis qu'on se faisait dire qu'on était en campagne électorale, puis on allait en parler après, alors que les gens choisissent entre prendre leurs médicaments ou faire l'épicerie. Ça n'a pas de fichu bon sens. Une chance que je choisis mes mots, parce que je dirais d'autres mots. mais c'est capoté. Alors là, on a obtenu l'engagement formel, c'est un montant de 742 millions. Et les personnes âgées qui se sont fait couper leur supplément de revenu garanti de façon injuste devraient recevoir un chèque d'ajustement pour le mois de mai. C'est encore très long. C'est trop loin. Mais on a obtenu. Et on devrait avoir un règlement. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent nous rattacher et dire, bien finalement, si on n'était pas là, il se passait quoi? Donc, il faut y être dans cette grosse machine-là. C'est une longue réponse, là, mais elle ne bouge pas vite, mais il faut y être pour la faire bouger. Il serait possible de regarder sur nos ondes le bilan de l'année du député Perron, l'ensemble de l'entrevue, la totalité de l'entrevue qu'il nous a accordée, donc un résumé complet de sa dernière année à titre de député. C'est sur les ondes de CTRB. On vous invite à regarder cette émission spéciale fin d'année. Allons maintenant à notre deuxième pause. À son domicile, le 12 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Cécile Brissette, épouse de Robert Champagne, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Régent, Colette, Denis, Roger, Martin Champagne, ainsi que leurs conjoints et conjointes, ses petits-enfants, Caroline, Frédéric et Sébastien Gène, Karine et Mathieu Champagne, ses 6 arrière-petits-enfants, ses frères et ses belles-sœurs, Benoît et Michel Brissette et leurs conjointes respectives, Thérèse et Janine Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Alors, en raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé qu'une cérémonie en toute intimité aura lieu le dimanche 23 janvier 2022 au complexe funéraire F. Thériault incorporé sur invitation. Subitement, à son domicile de Saint-Norbert, le 6 janvier 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Marcel Dauphin, époux de Chantal Dumontier, demeurant à Saint-Norbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Eugénie Dauphin, Maxime Allenbright, Lucia Dauphin, son petit-fils Marcus Dauphin, sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Lucia, Michel, Claude Dauphin, ainsi que leurs conjoints et conjointes, Guy et Richard Dauphin, Jeanne Bernier, ainsi que leurs conjointes aussi, Hélène Dumontier, Richard Dumontier, Isabelle Dumontier et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires actuelles, une liturgie aura lieu en toute intimité avec la famille le samedi 29 janvier 2022 au complexe funéraire F. Thériault. Une autre cérémonie aura lieu à une date ultérieure en présence de la famille et des amis. Au CHTL de Saint-Charles-de-Borromée, le 31 décembre 2021, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédée Mme Louise Mousseau, fille de feu Marcel Mousseau et de feu Laure Alice Bonin, demeurant à Berthierville.
Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère, André, Francine et Normand Mousseau, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires de la santé publique actuelle, la famille a décidé qu'une cérémonie en toute intimité aura lieu le 22 janvier au complexe funéraire Efterio, incorporé sur invitation. Alors, toute l'équipe de CTRB souhaite de sincères condoléances à toutes les personnes concernées. On passe maintenant à notre météo. Maintenant, on y va avec la météo. Alors aujourd'hui, jeudi, dans cet après-midi, c'est plutôt nuageux. On est dans les moins 9 degrés. Ce soir, les nuages continuent, mais il va y avoir des éclaircies. On reste à moins 9. Et cette nuit, jeudi, c'est un ciel variable et on descend à moins 12. Alors, ceci termine notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui. Ici Linda Loisel qui vous souhaite une bonne journée à notre antenne.